Bonsoir et bienvenue dans le 6e numéro de votre émission Débat Contours en direct sur la télévision Labari. Depuis les événements du 26 juillet dernier, l'information est devenue la chose la mieux partagée dans notre pays. L'information si utile est pourtant très sensible en ces moments qui courent dans notre pays. L'information doit être donnée avec rigueur et responsabilité, et pour cela, les citoyens nigériens et même africains comptent beaucoup sur la presse nigérienne. Alors, cette presse est-elle en train de jouer son rôle? Peut-elle jouer son rôle dans ce contexte de réseaux sociaux et de fake news? Cette presse a-t-elle aussi des attentes vis-à-vis des nouvelles autorités et du public en général? C'est de tout cela que nous parlerons dans ce 6e numéro de votre émission Contours. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau un représentant de la Maison de la Presse, l'organisation fêtière des structures socio-professionnelles du secteur des médias. J'ai nommé M. Bra Suleiman. M. Bra, bonsoir. Bonsoir, Héros. Alors, merci d'accepter l'invitation de Contour sur la télévision Labari. C'est moi qui vous remercie. Et juste sur ma droite, nous avons M. Lamine Suleiman. M. Lamine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez dirigé un média audiovisuel et aujourd'hui vous êtes membre de la RTIN, c'est le réseau des radios et télévisions du Niger. Merci également d'être là. Et enfin, nous avons un syndicaliste bien connu qui est aussi professionnel du secteur des médias, M. Moudi Moussa. Bonsoir. Bonsoir, M. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de voir le rôle et la responsabilité de la presse dans le contexte actuel de notre pays, qui est du reste le thème de cette émission, nous allons d'abord jeter un regard rétrospectif sur les conditions d'exercice du métier de journaliste. Durant ces 2 dernières décennies, durant la dernière décennie, donc ces 12 dernières années, je veux parler du régime de la 7e République avec ces 2 régimes qui ne font qu'un du reste. Alors, M. Bra, quelle a été la situation de la presse ces 12 dernières années? Est-ce qu'on peut parler d'une éclosion de la presse et surtout de conditions d'exercice satisfaisantes, pour ne pas dire très bonnes? Alors, merci, Héros, vous me demandez de faire les bilans d'une décennie, j'allais dire, de l'exercice d'un régime. C'est vrai, mais pour faire ces bilans, il faut aller aussi rappeler au sortir de la transition militaire de 2010, où il y a eu d'abord les états généraux de la presse. Il y a un certain nombre d'acquis qui ont été obtenus par les professionnels, notamment l'ordonnance 2010-35 portant un régime de la liberté de la presse au Niger. Alors après l'obtention de cette ordonnance, il y a eu les élections. En termes de textes d'abord, puisque s'il faut parler après l'ordonnance, il y a eu aussi toujours la charte portant accès à l'information publique et aux documents administratifs. Tout ça là, c'est en 2011. Alors, il y a eu des promesses entre les 2 candidats de l'époque, Issouf Mahamadou et Seynou Marou, par rapport à la signature de la déclaration de la table des montagnes. Alors, Issou, qui a gagné les élections ou qui est arrivé au pouvoir, a effectivement signé la déclaration de la table de la montagne. Le 30 novembre 2011. Ça, c'était ça en termes de texte. Donc, les premiers engagements, puisque c'est un engagement personnel, et je précise, de l'ancien président Issouf Mahamadou. Alors, après ça, en 2014, il y a eu un décret portant institution de la Journée nationale de la liberté de la presse. Mais je précise aussi que par rapport à l'ordonnance portant accès à l'information publique aux documents administratifs, la charte, puisque les décrets d'application n'a pas été obtenu pendant donc, ces 10 ou ces 12 dernières années. Alors, toujours en termes de texte, quand on regarde en 2018,
puisqu'il y a eu la loi 2012-34, aussi portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Donc en 2018, cette loi a été aussi revue, avec la réforme du fonds d'aide à la presse. On a compris sur le plan juridique. Ça, c'est le texte. Voilà, maintenant concrètement. Maintenant, par rapport à l'exercice, puisqu'il y a l'exercice et il y a aussi les conditions de vie et de travail des journalistes. Par rapport à l'exercice, les premières années de l'adoption de ces textes, on a vu comment le Niger a quand même évolué au niveau des classements des Reporters sans frontières. Mais par la suite, le Niger a plusieurs fois dégringolé parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont, ou d'éléments qui sont mis en avant par RCF pour effectivement justifier, j'allais dire, en fait, ces classements du Niger par rapport aux 100, les classements qui concernent les 180 pays. Donc même l'année dernière, vous avez vu, ces 2 dernières années, le Niger a gardé les mêmes classements. Donc, et quand on regarde au fond, effectivement, ce n'est pas du tout facile pour les professionnels. Justement, qu'est-ce qui n'est pas facile? J'aimerais comprendre qu'est-ce que les professionnels du secteur des médias ont eu en matière d'acquis, mais aussi à quoi ils ont pu faire face comme contrainte dans l'exercice du métier. Par rapport à ce qui vient de souligner, c'est ça, en fait, en termes de texte. Maintenant, du point de vue pratique, je ne sais pas, c'est peut-être cette réforme aussi portant fond de dédecte elle-même, elle a montré ses limites. Je ne sais pas s'il faut évaluer ça aujourd'hui. Nous déjà, depuis cette réforme au niveau de la maison de la presse, on a toujours demandé à ce que cette loi soit revue aussi pour revenir à l'ancien, en fait à l'ancienne formule. Donc c'est dire que c'est vrai, ça peut être un acquis quand on regarde que 35% de ces fonds d'aide est réservé à la formation des journalistes. Ça c'est un acquis. Maintenant par rapport à ce qu'on permet au Conseil supérieur de la communication lui-même d'acheter matériel pour donner aux médias, ça quand même on a contesté ça. Les professionnels ont fait les combats pour obtenir l'adoption de la convention collective interprofessionnelle des médias. Depuis la libéralisation du paysage médiatique nigérien, c'est un combat qui jusque-là n'est pas effectif parce que des efforts ont été faits, mais par rapport à la convention collective, ce n'est vraiment pas sa mise en œuvre. D'accord. Pour vous résumer, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des journalistes ces 12 dernières années. Oui. Merci. On va voir si M. Lamine Suleiman, qui est de la RTIN, donc le réseau des promoteurs des médias, des radios et télévisions du Niger. Alors, M. Suleiman, quel regard portez-vous sur le contexte dans lequel la presse a évolué sous la 7e République avec ces deux régimes? Alors, merci pour votre question. Moi, je voudrais plutôt m'appesantir sur des obstacles politiques qui étaient réels jusqu'à une date récente et qui ont constitué une sorte de goulot d'étranglement pour non seulement la mise en œuvre de tout ce qu'on a considéré comme acquis que la presse a engrangé à l'issue des états généraux de la presse à partir de 2010. Les premiers obstacles, c'est qu'on a tendance à les minimiser quand on parle de notre profession, quand on parle de l'épanouissement tout court de la liberté de la presse dans notre pays. Nous savons que, à titre illustratif, les autorités de l'époque, ou je veux dire le régime du PNDS, parce que c'est le même régime, il n'y a pas eu de régime, quand il arrivait au pouvoir, on a vu les dirigeants de l'époque ont tout de suite qui avaient profité plus que n'importe qui dans ces pays de la libéralisation de la presse dans notre pays, s'était transformé en bourreau de la presse
indépendante. Et les exemples c'est sont quand même légion. Le président Issoufou, Bra l'a appelé tout à l'heure, qui a signé la déclaration Oui, mais il était quand même le premier chef d'État africain à l'avoir fait. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Le fait de signer la table de la montagne, on avait pensé que quand même le président Issoufou, il ne suffit pas seulement de signer un document, mais de créer les conditions pour que la presse nigérienne puisse s'épanouir, pour que les organes de la presse indépendante surtout puissent exercer librement leur métier. C'est vrai, il n'y a pas eu assez d'arrestations des journalistes, mais ce qu'on oublie quelque part, les obstacles auxquels je fais allusion ont été érigés par le même régime. Quand vous prenez par exemple un média pour tout simplement accorder ses opinions critiques contre les dirigeants de la presse, il est étiqueté systématiquement comme un média de l'opposition où les journalistes, rappelez-vous, lors d'un point de presse, un ministre de la République, M. Massaoud Assumi, a carrément traité certains journalistes d'ennemis. Certains médias. Et ça, c'est inconcevable. Dans un pays, on ne peut pas obliger aux journalistes de travailler sous coupe réglée ou d'avoir la pensée unique et de ne pas avoir leurs propres opinions ou de donner seulement, d'aller dans la logique d'un gouvernement. C'est ça le problème. Et tout de suite, les obstacles techniques auxquels je fais allusion, on dit, bon, écoutez, ces médias qui nous critiquent, il ne faut pas leur permettre de gagner quoi que ce soit en termes de publicité, notamment parce que c'est la publicité, c'est la principale ressource d'un média. Selon qu'on soit des médias publics ou indépendants, les subventions à elles seules, d'où les fonds d'aide à la presse, ne permettent pas à ces médias de fonctionner. Donc, ils avaient compris que plus les médias gagnent de la publicité, pas seulement de l'État, même des institutions privées, ils ont tout carabiné. Ils ont fait en sorte que les partenaires privilégiés des médias cessent de nouer des partenariats avec des organes de presse qui sont des entreprises à part entière, qui participent à ce qu'on appelle le respect du droit du public à l'information. C'est en un mot un service public. Autre chose, au-delà de ces obstacles politiques qui empêchent aux médias privés d'avoir la publicité, donc les médias, forcément, puisque ce ne sont pas des entreprises commerciales en tant que telles, c'est juste, ils vivent de couverture médiatique et des flux de la publicité. Donc, étant donné qu'on a coupé l'opportunité, cette opportunité est remise en cause, beaucoup n'ont pas accès. Il faut faire la volonté, suivre la pensée unique ou faire de son organe un organe qui va se permettre à faire l'éloge du régime, et c'est en ce temps-là qu'on vous considère comme un média partenaire. Autre chose qu'on n'a jamais vu dans aucun pays par le monde, c'est que nous avons vu la presse. Le Niger, quand même, c'est un des pays où il y a des journaux indépendants, des journaux critiques, des journaux qui avaient fait la fierté de la démocratie et qui avaient accompagné à un certain moment, lorsque la démocratie a été menacée, qui étaient de combat. Mais quand le régime est arrivé, il a tout de suite initié un système de financement, d'impression gratuite des journaux, ce que vous avez appelé le jargon Sorage. Beaucoup de journaux qui, quand même, curieusement, avaient accepté cette offre-là, que c'est la présidence de la République qui finançait leur impression. Et on s'est rendu compte que ces journaux, en fin de compte, non seulement ils ont perdu en termes de vente, personne n'achetait des journaux parce que ce sont des journaux qui étaient tirés par le régime, qui ne rapportaient que l'information que le pouvoir voulait entendre. Donc, du coup, les lecteurs ont tourné le dos à cette catégorie de presse, et croyant qu'au début, ils pensaient que c'était une opportunité, c'était un privilège de l'État, mais en fin de compte, la vente a montré que personne ne s'intéressait à ces journaux-là. Donc ces journaux, la plupart ont disparu, ou certains ne paraissent même plus carrément, ne paraissent au gré des circonstances et du fait de cette situation. Autre chose qui a plongé la presse dans la précarité, parce qu'il faut en parler, c'est la vérité, c'est que
il y a eu des mesures, une sorte de pression fiscale sur les médias. On n'a pas dit que les médias doivent se mettre en marge de la légalité, ne pas payer des impôts. Mais c'était des pressions fiscales à tort et à travers. Même aujourd'hui, vous avez vu quelques habitués des services fiscaux qui pensaient que c'est le seul moyen pour eux pour faire taire la presse. Ils sont revenus à la charge aussitôt après la chute du régime. Vous avez été victime à 2 reprises. D'accord. Donc, ces situations, il faut d'abord en parler avant de voir l'aperçu de la presse, comment elle a fonctionné. C'est exactement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors, M. Moudi, on a quand même vu une éclosion de la presse sous la 7e République. On a vu également que la plupart des organes indépendants, privés en tout cas, soutiennent l'action du gouvernement. Est-ce que cela n'est pas quand même le résultat d'une conviction de la presse? Oui, merci M. Yaro. Merci chers téléspectateurs, chers confrères. Effectivement, vous me demandez de parler d'une situation aujourd'hui qui concerne la presse, son fonctionnement, notamment l'état de la liberté de la presse. Pour donc revenir à votre question, vous savez, pour chaque organe, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale de l'organe. Et cette ligne, c'est elle qui donne la possibilité à l'organe d'être de gauche, de droite, du centre, en tout cas, ou de comment elle décide, en tout cas, de conduire son orientation. Alors, le choix de suivre un régime ou de rester neutre ou à l'opposition, comme on le dit, ça, c'est du ressort du média et c'est son droit, il faut le reconnaître. Parce que c'est vrai, ici, nos médias n'est pas assez développés, mais regardez par exemple en Europe, aux États-Unis, partout vous allez quand même voir, tantôt on parle de médias de gauche ou de pro-démocrates. Et là surtout c'est l'idéologie qui est mise en avant. Donc vous voyez, c'est ça qui doit normalement gouverner la marche de tout média. Ce n'est pas un péché, mais ce qui serait peut-être déplorable, c'est peut-être de contraindre le journaliste ou les médias, n'est-ce pas, à aller à l'encontre de l'éthique et de la déontologie. Et ça, effectivement, on en a vu, parce que vous savez, pour évoquer cette question, il faut se rappeler des différents classements des Reporters sans frontières. Je me rappelle un de ces classements, ça doit être vers 2016, je crois, 16-17, où Reporters sans frontières avait, dans son classement, parmi donc les raisons avancées, dit que les journalistes au Niger se faisaient, excusez-moi du terme, mais corrompre. Ils se laissaient corrompre certains, pas tous. En tout cas, et ça a été relevé par Reporters sans frontières qui en a fait un rapport. Et ce rapport a été ventilé partout, on l'a vu. Et l'année là, c'était la raison de la dégringolade du rang du Niger dans le classement annuel de RSF. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs, mais ce qu'il faut admettre, c'est que effectivement pendant ces 12 dernières années, les autres confrères l'ont rappelé, le régime de la Renaissance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a bénéficié ou hérité des meilleurs textes en matière de régulation, en matière en tout cas de comment il faut encadrer la liberté de la presse. Mais malheureusement, dans la pratique, on s'est retrouvé confronté à une autre réalité. Parce laquelle? Quelle réalité? Concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Rappelez-vous, nous sommes ici dans le studio de la Bari. La Bari avait été fermée durant 48 heures ou 72 heures, je me rappelle très bien. Ok. Et puis, bon, des gendarmes, tout le monde les avait vus ici, avaient campé pendant toute la durée de la fermeture du groupe de presse La Bari. On avait à l'époque contesté, on a fait des déclarations, on a fait des sittings ici, mais malgré tout, la justice avait même ordonné la réouverture de La Bari ici, vous vous rappelez très bien, mais les gens ont passé outre cette décision de justice et ont maintenu La Bari fermée. Des journalistes tels que Baba Alpha, vous vous rappelez très bien, ont été d'abord emprisonnés, puis expulsés. Et jusque-là, Baba Alpha n'est pas encore revenu. Ses enfants, sa femme sont toutes là, mais lui est de l'autre côté. Et tout le monde sait que c'est de façon tout à fait injuste
parce que tout simplement, on voulait procéder à des questions de règlement de compte. Ça, c'est une parenthèse. Là, c'est des cas isolés, on peut dire, mais de façon générale... On parle de la liberté de la presse, parce que dans la foulée, rappelez-vous, M. Yoro, c'est tout un chapelet. Je me rappelle du séjour en prison du directeur de publication du journal Le Courrier, et sans compter beaucoup qui ont été soit placés en garde à vue ou en tout cas gardés carrément placés sous mandat de dépôt, j'allais dire, pendant quelques temps, quelques mois, quelques semaines avant d'être relaxés. Or, tout ça, c'est, comment on appelle ça, au mépris des textes en vigueur, notamment l'ordonnance que Bra venait de citer, 2010-35, qui, en tout cas dans un de ses alinéas, dit clairement que même en cas de délit commis par voie de presse, la détention préventive est interdite. Et dans ce cas, le juge ne peut décerner ni mandat d'arrêt, ni même garder à vue donc, le journaliste en question. Mais on a vu tous ces cas, on a violé tous ces cas. Au-delà de garde à vue, de la garde à vue du moins, des journalistes se sont carrément retrouvés en prison, d'autres totalement expulsés du pays. Donc pour dire que dans tous les cas... Sur le plan matériel, qu'est-ce que la presse privée surtout a vécu sous la 7e République? Non, bon, la presse privée, il faut dire que depuis l'avènement, ou même avant de la 7e République, c'est vrai, avec la 7e République, il y a eu des organes qui se sont créés, n'est-ce pas, et qui a fait que les médias traditionnels qu'on connaissait, en tout cas, ont perdu beaucoup de leur force. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres qui soutenaient fondamentalement et principalement l'action gouvernementale, qui se sont vus soutenus par l'ancien régime. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup parmi eux qui avaient carrément des contrats qui émergeaient à la fin du mois, n'est-ce pas? Et ça, c'est un secret de polichinelle. Alors, on parle de 60 millions par an. Les télés, les télés en tout cas, c'est clair, c'est connu. C'est connu. Alors, il y a et les autres? Il y a ces aspects. Les autres, bon, écoute, c'est la publicité, parce que je me rappelle, souvent quand tu n'es pas avec le système, et ça, tout le monde le sait, même la publicité à laquelle Lamine faisait allusion était coupée, interdite. Parce que toi, un prestataire, si on sait que tu as amené une publicité dans une télé qui n'est pas du tout en odeur de sainteté, peut-être avec le pouvoir en place, totalement, tu vas voir que c'est des représailles. Et donc, finalement, les gens préfèrent du moins ne plus aller vers les autres et préfèrent aller avec leur publicité de l'autre côté. Donc, tout ça a contribué à accentuer cette précarité au niveau donc des médias et du coup à clochardiser, n'est-ce pas, les agents, parce que pour la plupart des médias se basent sur la publicité. Le fonds d'aide à la presse, Lamine vient de l'évoquer, et aujourd'hui tout le monde sait comment avant il était octroyé, c'était de façon directe. Direct, c'est-à-dire que si par exemple la Bari devait bénéficier de 11 millions, on prend les 11 millions de la Bari, on lui donne. Maintenant, quitte à la Bari de savoir comment gérer ces 11 millions. Mais maintenant, depuis quelques 3 ans, je crois, il y a un nouveau système qui est arrivé où on dit que le fonds devrait être octroyé de façon indirecte. C'est-à-dire, tu exprimes le besoin et c'est maintenant au CSC qui n'a pas ça d'art pour vocation, parce que lui, il n'est qu'un organe régulateur. On n'a pas dit que c'est un organe acheteur ou, je ne sais pas, des matériels aux médias. Ok, on n'a pas ça pour rôle, mais c'est le CSC qui s'est chargé, n'est-ce pas, de capter ce fonds d'aide à la presse à la place des vrais bénéficiaires pour acheter le matériel, soi-disant, et mettre à la disposition des organes. Et même là, les critiques qui ont suivi, c'est là parce qu'on a quand même fait 3 ans sous ce type de régime. Il y a beaucoup de cas, par exemple, ça me plaît de prendre un cas qui est là, courant, que je cite couramment en exemple, d'un véhicule qui a été octroyé dans le cadre de ce fonds d'aide à la presse. Ok, mais le propriétaire du véhicule, ou du moins le bénéficiaire, c'est une radio, je crois, qui se trouve à Maradi. Et le gars a pris son véhicule de Niamey en route pour Maradi, le moteur du véhicule a dû couler. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout un véhicule en bon état. Et c'est ça qui fait ça. D'accord, Moudi, on va revenir, vous aurez l'occasion de vous abstenir. Bon, Bra, allez-y, 30 secondes. Oui, en fait, ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'ils ont évoqué, je pense que souvent c'est lié même en fait un peu au texte. Pourquoi je le dis? Parce que tout à l'heure Moudi a parlé de la ligne éditoriale. Vous avez vu dans les textes, quelqu'un fait s'élever, un policier ou quelqu'un, un homme d'affaires,
il a la possibilité de créer un journal ou un organe audiovisuel, mais il faut avoir un DP ou un directeur qui est quand même un professionnel. Et c'est ça, je me dis, qui fait en sorte qu'aujourd'hui on voit un organe, une télé aujourd'hui avec les pouvoirs. Demain, si les patrons quittent, peut-être si c'est un acteur politique, on les voit. Aujourd'hui, la ligne change. Demain, à l'opposition, ainsi de suite. Donc, je pense que ça a beaucoup contribué et ça fait en sorte que ces hommes d'affaires ou ces hommes politiques ont trouvé ces créneaux d'avoir ces contrats, d'aller négocier ces contrats où on a vu effectivement durant ces années des télés et des journaux ont quand même bénéficié de ces contrats au niveau de la présidence. Et ça a quand même un peu contribué à ce que Lamine a rappelé. D'accord. Très bien. Comme nous le faisons chaque fois dans l'émission Contour, nous proposons également notre commentaire, notre analyse sur le sujet que nous évoquons. Et à ce titre, je vous propose de suivre cet élément qui, sans être un procès contre le régime de la Renaissance, a tenté de rappeler les faits saillants qui ont marqué la vie de la presse sous la 7e République. L'opposant historique Issoufou Mahamadou est certainement l'un des hommes politiques nigériens à avoir le plus bénéficié d'une large couverture de la presse privée, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle. Les liens étaient très étroits entre les médias et le président du PNDS Tareya, dont il couvrait toutes les activités publiques, y compris ses tournées à l'intérieur du pays. En reconnaissance, Issoufou Mahamadou avait promis des lendemains meilleurs à la presse, qui a même eu l'honneur de figurer en bonne place dans son discours d'investiture de président de la République le 7 avril 2011. Il avait promis que la presse participera, je cite, à la consolidation de l'équilibre des pouvoirs. Fin de citation. 7 mois plus tard, le 30 novembre 2011, le nouveau président de la République apposera sa signature sur la déclaration de la montagne de la table, s'engageant ainsi sur la voie de l'abolition pure et simple des lois portant diffamation et injure publique. En outre, Issoufou Mahamadou a permis à la presse privée de couvrir les activités à la présidence de la République. Ainsi, les messages à la nation, conseil des ministres et voyages présidentiels qui étaient jusque-là des exclusivités des médias publics ont été couverts par la presse privée. Mais pas pour longtemps. Très tôt, les vieux démons referont surface. Heureusement, un acquis irréversible est déjà obtenu sous le magistère du général de corps d'armée Djibo Salou, président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD. La junte au pouvoir du 18 février 2010 au 6 avril 2011 a pris la décision historique de dépénaliser les délits commis par voie de presse le 4 juin 2010. La lune de miel entre le président de la République et la presse privée n'aura duré que quelques mois, juste le temps que le premier devienne allergique aux critiques de sa gouvernance par la seconde. Les interpellations, gardes à vue et agressions des professionnels des médias commencent. Les journalistes sont devenus des cibles de la force publique lors des opérations de maintien de l'ordre. C'est ainsi que le lundi 15 janvier 2018, des reporters des groupes de presse, Labari et Ténéré, ont été violentés par des éléments de la garde nationale lors d'une manifestation publique dispersée. Leur matériel de travail avait aussi été confisqué. 3 mois après, du 25 au 30 mars 2018, le groupe de presse Labari a été fermé par des éléments des forces de l'ordre. Malgré une décision de justice qui qualifie cet acte de voie de fait et condamnant l'État du Niger à verser 10 millions de dommages et intérêts à la radio-télévision Labari, le gouvernement a résisté avant de finir
par abdiquer. Le cas le plus emblématique de répression contre un journaliste est certainement celui de Baba Alpha du groupe de presse Bonferré, connu pour ses critiques à l'égard de la gouvernance de Issoufou Mahamadou, notamment dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel. Tout laisse à croire qu'il y a eu détournement d'objectifs de dépenses qui seraient débusqués. Dans tous les cas, l'avion présidentiel serait déjà acheté et atterrira bientôt à Niamey avec toutes les commodités à son bord. Du blocage des travaux de l'Assemblée nationale. C'est plutôt une manœuvre de blocage de l'institution et une intention de destitution du président Hamamadou de son perchoir qui anime la majorité. Ou encore l'affaire des bébés stigmatisés. Alors qu'on cherche à convaincre l'opinion nationale et internationale que l'affaire des bébés importés n'a rien de politique, une propagande d'une rare violence contre Hamamadou est entretenue sur les médias d'État, s'il vous plaît. Comme si l'avenir du Niger ne tenait qu'à un procès sur les bébés importés. Le 3 avril 2017, Baba Alpha sera arrêté, emprisonné et plus tard condamné à 1 an de prison ferme pour usage de faux en écriture publique. Ce qui fait dire à la responsable de Reporters sans frontières de l'époque, Cléa Khan, je cite, « Le ton de Baba Alpha dérangeait beaucoup et ne peut être dissocié de son arrestation. » Fin de citation. Après 12 mois de prison, à sa sortie, le 3 avril 2018, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum à l'époque, avait déjà signé un arrêté portant expulsion de Baba Alpha. Sans pouvoir dire au revoir à ses 2 parents, ni embrasser sa femme et ses 2 filles, le journaliste de 34 ans est conduit à la frontière malienne. Depuis lors, il n'a plus remis les pieds au Niger qu'il a vu naître et grandir. Sur le plan financier, l'on retiendra que le régime de la Renaissance finançait les médias privés qui lui étaient acquis en donnant des tirages gratuits et publicités, des sociétés d'État, des journaux, mais aussi des contrats annuels de plusieurs dizaines de millions de francs CFA à des groupes de radio et télévision privés. Les autres étaient condamnés à disparaître ou à végéter dignement dans la misère ou encore à se soumettre au pouvoir en place et bénéficier de la manne financière. La stratégie avait bien marché puisque l'essentiel des médias locaux était acquis à la cause du régime et beaucoup ont perdu de leur notoriété, leur crédibilité, si bien que les Nigériens semblaient très fâchés contre leurs médias qu'ils avaient abandonnés au profit de Canal+ et autres Arewa. Cependant, malgré la misère et les harcèlements de toutes sortes, quelques rares médias ont tenu dans la dignité et le professionnalisme. Nul besoin de les citer ici, le public les connaît très bien. Alors, M. Bra, vous venez de suivre cette rétrospective de la télévision Labari. Quel commentaire, quelle réaction ça vous suscite? Oui, effectivement, la première réaction, effectivement, ça repose un peu les débats sur l'indépendance même des médias, des journalistes, mais aussi des institutions. Quand on regarde le Conseil supérieur de la communication, qui est quand même une institution indépendante, où dans les textes, seul le CSC est habilité à fermer un organe. Et vous avez vu, ça fait partie des motifs où en 2018, la loi 2012-34 a été modifiée pour renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur de la communication. Et en donnant l'exemple de la télévision Labari, vous avez vu sur un coup d'appel d'un ministre où les forces de l'ordre viennent ici fermer un organe et le CSC à regarder. Comme ça, donc, ça repose un peu le débat sur l'indépendance ou disons, les hommes qui animent un peu les institutions. Et c'est ça aussi, souvent, un peu... Mais il y a aussi la responsabilité des organisations socio-professionnelles dont la Maison de la Presse. Oui, la Maison de la Presse a quand même dénoncé
cette fermeture et même les autres actions. Puisque en dehors de cette fermeture, vous avez vu aussi la question des fiscs en 2018 aussi, là où les services des impôts, quand même, fermés immédiat, ça n'a pas de sens. Et là aussi, on a puisque c'est des textes qui sont là, nous sommes dans une république. Et ça pour ce que j'ai parlé de l'institution même, parce que c'est l'institution qui est censée quand même un peu rappeler, puisqu'on dit les pouvoirs avec les pouvoirs, puisque nous sommes organisés dans un état où chacun est censé faire son travail. Le CST en tant qu'institution de la République est censé quand même dire au ministre de dire aux forces de l'ordre que non, que ce soit les services des infos ou les forces de l'ordre n'ont pas qualité pour venir fermer un organe. Et ça, quand même, vous avez vu, c'est quand même une défense. Maintenant, l'affaire Baba, effectivement, c'est comme on le dit, c'est la fin qui justifie le moins. Un journaliste critique doit aussi s'attendre effectivement à ça, ou même si ce n'est pas dans une république, dans une démocratie, est-ce qu'on doit s'attendre à ça? Parce que en fait, pour ne pas revenir même sur ce débat, mais vous avez vu, Baba n'a pas en fait menti, ce n'est pas du point de vue professionnel que le pouvoir est allé chercher. C'est donc les devoirs de Baba. Donc c'est-à-dire que du point de vue professionnel, là, il n'y a vraiment pas de suivi. C'est ça que j'ai dit, c'est bon en politique, c'est comme en politique, la vie est bon. On peut aller chercher quelque part pour un peu pour et je pense que c'est ça un peu le suivi. Mais c'est que pour un peu résumer, effectivement tout n'est pas bien au niveau des médias, puisqu'en disant on aurait dit quand même soutenir les médias, ne serait-ce que la question de la loi sur la publicité. Et vous avez vu le combat qui a été fait. Je pense que la ministre va un peu revenir par rapport à cette question. Malheureusement. Même au niveau du CSC, le comité a travaillé, il y a eu des décisions, mais arriver même à appliquer ces décisions, c'est tout un souci. Oui. Ok, merci beaucoup, M. Bra. Alors, Lamine, quelle réaction par rapport à cet élément que vous Oui, moi j'ai plusieurs réactions par rapport à ces rappels. Vraiment qui revient sur tout ce qu'on a connu comme problème dans le cadre de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Et d'ailleurs, vous me donnez raison à travers cet élément. Quand j'avais déjà commencé à égrener certains problèmes, certains griefs qui étaient de nature juste à empêcher aux journalistes de faire leur métier. Je viens sur le premier élément sur lequel je voudrais m'appesantir. C'est lorsque... Rapidement, parce qu'on va, on va attaquer le thème. C'est quand les régimes en place à l'époque avaient modifié la loi sur l'audiovisuel pour faire en sorte que le fonds d'aide à la presse soit une aide indirecte en permettant, il n'a pas dit que le CSC doit acheter des matériels à la place de bénéficiaires. Il a dit que c'est des matériels qu'il fallait acheter. Et c'est le CSC qui avait trouvé une formule à son niveau qui s'est transformée en une sorte d'officine d'affaires qui choisissait par des moyens vraiment qui n'ont rien à voir, qui étaient en porte-à-faux avec les règles de passation de marché pour aller acheter des matériels. Et actuellement, il y a des matériels, des médias qui ont fait des constats d'issue parce que aussitôt après la réception des matériels, les matériels là étaient tombés carrément en panne. C'était des matériels défectueux, c'était des véhicules auxquels Moussa faisait allusion, c'était des trucs réformés. C'est même pas des matériels qui ont été achetés au niveau de véhicules qui ont été importés du port de Cotonou. Bref, je crois que le CC, avant la chute de ce régime, était déjà en train de voir comment revenir à l'ancienne formule. Quand il y a eu cette situation, c'est un débat. Donc, il y a déjà le fonds d'aide à la presse 2021. Oui, 2022. Oui, il y a une formule. Le CSC va communiquer la formule très bientôt de lui-même par rapport à l'appurement de ces deux années d'arriéré. Et maintenant, je reviens par rapport à l'affaire Baba Alpha.
avant d'expliquer pourquoi il y a eu tous ces problèmes, y compris le cas de Baba Alpha. Je me rappelle, Baba Alpha et Ali Soumana du Courrier étaient à un moment considérés comme les deux bêtes noires du régime. Ali Soumana avec le Courrier, c'est son affaire sur l'Uranium Gate qui lui a valu toutes les misères du monde. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Il a séjourné en prison. Baba Alpha, pour son cas, ils sont partis chercher autre chose, autre que ce qui pouvait lui attirer des ennuis, mais du fait de la loi, surtout de l'ordonnance de 2010, le pouvoir s'est dit que ce n'est plus possible de l'arrêter parce que la loi l'a dit et que le président Issoufou, qui tenait à son honneur, ne voulait pas qu'on le cite comme quelqu'un qui a dévoyé quelque chose que lui-même, à l'avènement duquel il a œuvré. Donc, ils sont partis trouver autre chose. Mais je me rappelle, nous étions très peu à l'époque à faire le combat pour défendre la cause de Baba Alpha. J'ai encore en mémoire une déclaration qui a été suscitée par certains Nigériens à l'occasion d'une sortie à Ouagadougou, où on avait rendu public une déclaration qui avait fait le buzz, qui a fait le tour, et à l'époque, à son temps, avant notre arrivée déjà, la machine pour voir comment il faut broyer tout ce qui était à l'origine de ça avait été lancé. Quand on est revenu, on a poursuivi le combat avec Moussa dans le cadre du Synatique. Et même là, les gens nous cherchaient des problèmes parce qu'on se disait que mais pourquoi cet activisme-là contre quelqu'un qui n'est pas nigérien? Nous avons dit que non, nous savons que ce n'est pas la nationalité de Baba ou autre chose qui faisait le problème. C'est la liberté de temps. Il était trop critique vis-à-vis du régime et c'est pour cela qu'on lui avait fait ça. Et nous savons qu'en dessous, et laisse-moi finir. C'est l'occasion de dire aux Nigériens ce qui s'est passé. On n'a pas encore parlé cette occasion. Hier, tu nous as invités ici. Permets-nous de dire aux Nigériens que la presse, la liberté de la presse, le service programme elle a été dévoyée. Cette liberté a été dévoyée par ceux qui pensaient qu'ils nous ont donné une liberté. Ils nous ont pris quelque chose, donné par la main droite, mais ils ont récupéré par la main gauche. Donc, on cherchait maintenant, on persécutait ceux qui étaient derrière cette... Mais malheureusement, pour dire que tout ce qui est arrivé à notre corporation, que ce soit dans le cadre des entraves à la liberté de la presse ou la situation de précarité dans laquelle on a plongé beaucoup de médias qui avaient fait le pari de ne pas être des griots du régime, c'est avec la complicité, malheureusement, de certains acteurs socio-professionnels de la presse qui considéraient qu'ils avaient des entrées du côté du régime, qu'on utilisait. À un certain moment, quand vous voyez un journaliste, votre propre confrère, il vous regarde avec mépris. Il considère que vous êtes un ennemi. Franchement, c'était une situation que je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, mais c'est quoi ces problèmes? Mais c'est après que j'ai compris que c'est des gens qui tenaient des réunions avec les régimes et on le mettait à contribution pour voir comment il faut faire du mal à tel journaliste ou faire du mal à tel média. Donc tout ça, le pouvoir ne l'a pas eu, c'est parce qu'il a créé une division où on entourait de tous les soins ceux qui faisaient le rejet du régime, mais ceux qui refusaient, qui tenaient à leur dignité d'abord, d'être humains, et ou à leur profession, qui étaient jaloux de leur profession, et ils sont considérés comme des pestiférés, des hommes à abattre. Je vis dans des groupes WhatsApp, comment des journalistes sont devenus des sortes de gendarmes qui tiraient sur tout celui qui n'est pas d'accord avec le régime, qui s'en prenaient, qui insultaient, qui injuriaient. La confraternité sous le régime du Pendestara n'a jamais été compromise, n'a jamais connu, été reçu de trucs travestis, j'allais dire, avilis, comme sous ce régime du Pendestara. On a compris, nous sommes aussi en partie responsables. J'aimerais juste rappeler que souvent, lorsqu'un journal sort un article défavorable au régime, c'est un autre journal qui lui répond, qui tente de défendre. On a vécu tout ça. Justement. Alors, Monsieur Moudi, en quelques minutes, s'il vous plaît, puisque le temps est déjà contre nous, une réaction sur ce rappel. Oui, merci Hero. Effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce
rappel, en tout cas il faut le dire, disons complet, en tout cas des 12 dernières années passées en matière de liberté de la presse, en matière de fonctionnement tout court du secteur de la presse. Enfin, ce que j'ai retenu, en dehors des... Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai déjà évoqués, qui sont ressortis dans le reportage. Donc, ça corrobore un peu tout ce qu'on a rappelé ici. Mais j'ai aussi remarqué, effectivement, qu'il y a des aspects qui vont dans le même sens, mais qui n'ont pas été peut-être rappelés. Parce que, rappelez-vous, dans la foulée, en tout cas, de cette persécution contre certains médias, notamment indépendants. Rappelez-vous du cas de certains organes tels que Dounia, où des agents ont été retrouvés à la devanture de l'organe bastonnés, littéralement, par des agents de force de l'ordre. Également à Bonferré, je me rappelle, où ils ont été en tout cas surpris par des jets de grenades lacrymogènes au sein de l'organe. Et ça, je crois que je n'abuse pas, je parle sous votre contrôle, vous avez tous été témoins. Les voitures de Bonferré ont même été caillassées une fois, mais là, on ne connaît pas l'auteur. Absolument. C'était la nuit, des individus non identifiés étaient venus casser toutes les voitures qui étaient à la devanture de l'immeuble du groupe Bonferré. Merci donc pour cette précision. Et vous vous rappelez très bien du contexte de l'intervention de ces actes. Et s'il faut faire le lien, automatiquement on peut savoir qui a intérêt à réserver donc ce sort au groupe de presse Bonferré. Le cas de Baba, vous en avez parlé. Mais moi, vous savez, Baba, s'il y a quelqu'un qui le connaît, c'est bien moi. Parce que d'abord, on a évolué. Dans le cadre de l'USN, on a fait la section lycéenne et collégienne ensemble. On a évolué, lui il était d'abord au LFA, pour dire que c'est d'abord quelqu'un qui est né ici à Niamey, au Niger. Donc il a grandi ici, il a fait son cycle primaire ici, le collège. Et c'est donc à partir du collège déjà, il s'était engagé dans le syndicat. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était, si tu veux, jaloux de son autonomie de ton, de sa liberté de ton. Donc c'est quelqu'un comme ça, il était, je me rappelle, SG, comment on appelle ça, au collège franco-arabe, CG5, secrétaire chargé à la presse de la section lycée au collège, puis du lycée Cassé, etc. Donc on a évolué ensemble. Et on a aussi eu la possibilité, la chance de nous côtoyer, même dans le cadre aussi de la corporation, où, vous vous rappelez, il a été président de la maison de la presse. À ce titre, il a été représenté le pays partout. Il a été jusqu'aux États-Unis au nom de la maison de la presse pour partir plaider la cause de la corporation, plaider la cause de la presse. Il a fait tout ça et il est venu comme ça, de sa volonté. Il a accepté de remettre le tablier, de se retirer pour se consacrer maintenant à ses activités professionnelles. Et c'est en ce moment que vous avez vu pratiquement tous ces débats qui ont commencé. Donc ça, c'est des cas. Et tout ça, quand vous prenez, parce que tout le problème, c'est cela. Vous avez parlé de Issoufou, montagne de la table. Oui, quand vous regardez, c'est beau. Quand on vient autour, on fait un discours, machin, pompeux. Ok? Alors que dans les faits, quand vous regardez, pratiquement, la pratique, c'est le contraire carrément de ce qui... Moi, là où je vous parle, je n'aime pas parler de mon cas, de moi, mais je suis personnellement une victime ici assise, mais... Qu'est-ce que vous avez subi? Enfin, je préfère ne pas revenir là-dessus. Je sais que vous avez été en prison aussi. C'est bon, ça c'est sur un autre plan, c'est dans le cadre de la société civile, c'est toujours le combat qui se mène aussi sur l'autre front. Mais pour parler de la corporation, effectivement, au cours donc de, comment on appelle ça, de ces 12 dernières années également, vous avez vu un autre moyen nouveau qui s'est présenté pour constituer une entrave à la liberté de la presse, mais pour ne pas dire que c'est directement l'État, le gouvernement, on envoie, c'est les services des impôts qu'on envoie. On dit à tel média, on va te faire redressement fiscaux. Et malheureusement, ici aussi, on cible les médias. Oui, c'est de façon ciblée que c'est fait. On a une liste des médias qui sont totalement épargnés, où tu pars, tu verses. Si on te dit par exemple 11 millions, tu verses 100 000, on te laisse. Alors que l'autre, il verse 7 millions, on lui dit que ça reste. Et donc les menaces continuent. Donc vous voyez, c'est autant de choses qui ont été vécues
pendant ces 12 dernières années, malheureusement. Merci. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, Moudi. Alors, on va aller rapidement. Bra, vous êtes spécialisé dans la vérification de l'information, le fact-checking. Alors aujourd'hui, depuis le 26 juillet, on voit des informations, toutes sortes d'informations circuler, ce qui est un véritable défi pour la presse. Alors selon vous, comment les journalistes doivent se comporter face à cette situation? Oui, c'est un phénomène mondial qui ne menace pas seulement les Niger, mais même les grandes nations. Vous vous rappelez des moments de l'ancien président américain, Trump, aussi aux États-Unis, quand il y a des situations comme ça, mais c'est dû aussi un peu à cette avancée, au progrès de la technologie, où chacun, muni de son téléphone, smartphone, a la possibilité d'écrire, de filmer, d'envoyer et tout. Donc, que le monde est devenu un village planétaire. Donc, ce n'est pas forcément peut-être à partir du Niger que les gens peuvent aussi un peu écrire des fake news. Mais ne pas aussi oublier la guerre des grandes puissances. Puisque c'est vrai, on fait les combats, on fait des choses, mais derrière aussi, il y a les grandes puissances la aussi géopolitique qui fait en sorte que bon, les grandes puissances sont là aussi en train de se batailler. Mais aujourd'hui, selon vous, dans le contexte actuel, quel doit être le rôle de la presse? Le rôle de la presse, c'est d'abord de donner effectivement, de faire mieux que sa mission. Si j'ai dit, puisque la mission de la presse, quand même, on sait, c'est vraiment informer, éduquer, sensibiliser, etc. Maintenant, de l'information, on sait que le journalisme est une profession, là où il y a ces règles, les journalistes doivent quand même donner une information qui est vraie, vérifiée, véridique et tout. Ça, maintenant, avec ce phénomène des réseaux sociaux, c'est d'être prudent, d'être plus rassuré et d'abord aussi de connaître les outils pour aller faire cette vérification pour ne pas tenter dans ce que les gens sont en train de relayer. Et c'est dans ce genre de contexte où on a effectivement besoin des médias, des professionnels pour donner la vraie information. Mais pour aussi donner cette information, les journalistes ont aussi besoin d'avoir ces informations auprès des sources. L'accès à l'information. Mais malheureusement, les problèmes qui se posent, je ne sais pas, les choses n'ont pas aussi bougé ou changé de ce point de vue. Parce que ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, vous savez, on a une ordonnance portant accès à l'information publique et aux documents administratifs. Cette ordonnance ne concerne pas seulement les journalistes, même les citoyens, les chercheurs et tout. Par rapport aux journalistes, il y a même des dérogations où on vous dit, dès que vous demandez, c'est une semaine, 5 jours, tout au plus. Et il y a même des voies de recours. Maintenant, les gens n'ont pas en fait respecté ça. Mais dans ce genre de contexte où, comme je l'ai dit, les mondes, tous les regards est tourné vers le Niger, mais il faut aussi que les autorités, ceux qui sont en charge de donner l'information, les voies autorisées, donnent cette information aux journalistes. Mais justement, est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité, vous, en tant qu'organisation socio-professionnelle du secteur des médias, est-ce que ce n'est pas à vous de plaider pour l'accès à l'information des journalistes? Oui, on a même ce matin, on a eu une rencontre à la Maison de la Presse avec les ministres de la Communication. C'est l'initiative Oui, du ministre. Voilà. Effectivement. Mais est-ce que vous partez par exemple vers le CNSP pour leur dire, bon, écoutez, les journalistes ont besoin d'informations. Donnez-nous un point focal que les journalistes peuvent contacter pour s'informer? Non, les CNSP a déjà un porte-parole qui est là. En fait, ça, je parle des médias dans son ensemble, des messages, que ce soit des journalistes qui sont ici à l'intérieur et même des journalistes qui sont là. Il y a quand même un porte-parole qui est là, il y a le ministère de la Communication qui est là. Mais je parle de manière globale parce que les pays, il y a la division du travail social. Si ça concerne DIFA, il y a les gouverneurs qui est là, si c'est agresseur. Donc, si c'est Niamey, ainsi de suite, chacun à son niveau doit aussi se dire qu'il a ses devoirs aussi de donner en fait l'information. Et je pense que ça, on le fait en fait, il faut que les gens sachent que les journalistes
fait ce travail, même pas pour lui, mais pour le public. Mais s'il fait ça pour le public, pour le pays, mais je pense que les gens doivent aussi comprendre la mission du journaliste et lui faciliter la tâche, au nom de l'intérêt général. Justement, M. Lamine, l'accès à l'information pose problème. Ça posait problème sous la 7e République. On est maintenant sous le régime du CNSP. Ça n'a pas changé. Alors, finalement, qu'est-ce que les journalistes peuvent faire pour changer cette donne afin de répondre convenablement à leur rôle et responsabilités dans la société? Oui, avant de répondre à votre question, j'ai envie de lever un équivoque ici parce que il faut, vous savez, quand on parle de la diffusion, de la désinformation, assez souvent, les gens pensent que ils voient tout de suite la responsabilité des journalistes, des professionnels des médias. Mais il faut faire attention à ce niveau, d'éviter de faire un procès à des journalistes ou tout simplement des médias. Les gros des informations, je peux même dire qu'il n'y a pas de chiffres, c'est vrai, des statistiques pour savoir qui sont les faussaires de l'information. Mais je parie qu'à plus de 90%, les médias classiques, les professionnels des médias, les vrais journalistes, ils n'ont rien à voir avec la diffusion de la fausse information. C'est d'autres personnes qui sont là, qui se font passer pour des journalistes, en réalité, qui ne travaillent dans aucun organe, qui ont une plateforme qu'ils ont créée. Non, laissez cette question de formation. Même si la personne a suivi une formation de 1000 ans pour faire le journalisme, s'il a décidé de faire du braquage médiatique, il va se mettre en marge de la légalité. Donc, il y a des gens qui ont créé des plateformes, des trucs, des pages Facebook, qui se permettent d'écrire du n'importe quoi, franchement, parce qu'ils trouvent que bon, il faut emmerder l'autre personne, ils le font. Donc ça, il ne faut pas les considérer comme des journalistes. Ce n'est pas des journalistes, ils viennent et se faire passer pour des journalistes, mais alors, même s'ils étaient des journalistes, bon, ils ne sont pas. On les appelle des activistes, des influenceurs. Yero, toi tu sais, mais il faut dire à ceux qui ne savent pas que ces fausses informations qui sont diffusées, ça n'a rien à voir avec les journalistes, encore moins les médias de leur entièreté. Il faut qu'on clarifie les choses là d'abord. C'est des voyous qui ont décidé de faire ce travail, qui le font au quotidien et qui peut-être gagnent leur pain, qui ont fait de ça un gagne-pain, qui font ce travail. Ça fait leur problème. C'est au pouvoir maintenant de prendre leurs responsabilités pour traquer ces faussaires de l'information et les traduire devant la justice. Parce que à la responsabilité des leur journalistes. acte est préjudiciable à notre profession, au métier de journaliste. Maintenant, la responsabilité des journalistes, c'est que les journalistes, ici, il n'est pas formé pour traquer la bonne information et la fausse information, savoir distinguer le faux et la fausse information et déconstruire le faux discours, il ne pourra pas faire œuvre utile. C'est un travail, ça s'apprend. Mais les journalistes n'ont pas eu le temps d'apprendre ce métier parce qu'ils ont végété dans la précarité pendant une dizaine d'années. Quelqu'un qui cherche juste lui à aller collecter ce qu'il peut collecter comme information, il diffuse, il rentre chez lui et puis vous allez lui demander de faire un autre travail. C'est compliqué. Même les organes n'ont pas les moyens aujourd'hui. Ibra vous a dit, les grandes puissances aujourd'hui, telles que les États-Unis, n'ont pas véritablement, jusqu'à aujourd'hui, les astuces véritables pour lutter contre la désinformation. Ce n'est pas un pays où la presse, elle est assise sur du précaire, qu'on va demander aux gens de faire ça. Mais qu'à cela nous tienne, il a évoqué un aspect très important pour déconstruire la fausse information en temps réel. Il faut que ceux qui ont accès à l'information, les sources pourvoyeuses de la bonne information, comprennent que l'information là, ce n'est pas une denrée avec laquelle vous cachez dans votre poche comme de l'argent. Non, donnez aux gens la meilleure façon. Il y a un. Mais pour donner, il faut que les gens demandent aussi. Est-ce que vous, les journalistes, même quand demandez aux gens de vous donner l'information? Même quand les journalistes prennent leur téléphone, ils demandent d'abord, c'est lui qui est censé répondre pour donner la bonne information, il ne décroche même pas. Pourtant, les messieurs,
il est là, on dit, bon, c'est vous, vous êtes chargé de donner l'information. Non, il préfère appeler un activiste pour lui dire, voilà telle information qu'il faut donner. Pour lui, c'est ça qui va faire le sensationnel. Les vrais médias, les vrais professionnels qui vivent de ça... Il y a une crise de confiance là-bas. C'est pas une crise de confiance. On arrive à un niveau où les gens préfèrent avoir confiance. Ne reprends pas les discours. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. J'arrive Lamine. Ne reprends pas confiance aux influenceurs qu'aux journalistes. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité des journalistes? Non, c'est pas une question de... On sait certaines choses. Je ne suis pas d'accord avec ce procès-là. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Ne raisonne pas comme un homme de la rue qui fait des procès d'intention aux professionnels des médias ou aux hommes politiques pour se deviner. Il dit que non, le gars n'est pas crédible. Tu t'en fous de la crédibilité du monsieur. Donne-lui la bonne information. Il faut, même si quelqu'un n'est pas crédible, mais apprends-lui à être crédible. Un média, quand il n'a pas accès à une information, mais qu'est-ce que vous voulez? Même si ce n'est pas lui, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les médias sont obligés de déconstruire les faux discours, les faussaires, de traquer les fausses informations pour dire telle information, faites attention, elle est fausse. Mais ils ne peuvent pas la faire puisqu'ils n'ont pas un collaborateur qui accepte de coopérer pour les aider dans cette tâche. On va poser la question aux syndicalistes. On ne doit pas faire un discours, un procès d'intention. Il faut qu'on arrête. Nous n'allons plus accepter qu'on vienne mettre en cause des médias et des journalistes pour les considérer comme des pestiférés. Les pestiférés, c'est les activistes. On a bien compris. Il faut aller. On a bien compris. C'est très clair. Moudi, vous êtes syndicaliste. Les journalistes aujourd'hui disent qu'ils n'ont pas l'information. Est-ce qu'ils doivent attendre l'information ou c'est plutôt le contraire? C'est à eux d'aller chercher l'information. Vous savez, Yaro, je suis, vous l'avez dit, syndicaliste, mais je suis journaliste actif, reporter. Et rédacteur en chef. Voilà. Tout à l'heure, on était au rond-point Escadrille, d'ailleurs, à la marche, en tout cas la plus grande, c'est depuis le 26 juillet, date du coup d'État. Donc, on était là-bas, on a fait la couverture. Et pour dire que c'est le quotidien, en tout cas chez nous. Et vous savez le problème, l'accès à l'information. Je vous donne un cas très pratique, facilement vérifiable. Prenez par exemple un secteur, la santé. Sous le régime de fin, enfin déchu, n'est-ce pas, quand vous partez en tant que reporter, par exemple dans un centre de soins, cherchez une interview par rapport à un sujet qui concerne une maladie ou quelque chose de santé, mais carrément les agents vous disent quand on va faire, on va me lever. J'aurai des problèmes. Carrément. Et c'est devenu, officiellement, les gens ont écrit pour dire ne pas. Il faut l'appeler, c'est un ministre qui a écrit. Carrément, ça a été fait, consacré. C'est un ministre qui a écrit pour empêcher. On a également des directeurs d'école qui ont été... absolument. Donc, et carrément, ils vous le disent. Et toi, le journaliste, quand tu viens, quelqu'un te dit ça, tu ne pars pas d'abord pour chercher à créer des problèmes pour quelqu'un. Tu cherches, voilà, quelque chose pour servir l'opinion, le public qui est là, qui te suit. Donc, tu es freiné du coup dans ton élan. Tu pars, si c'est à la direction de la santé, tu n'auras pas de répondant. Mais finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Finalement, si tu n'es pas très professionnel, tu risquerais de te contenter de ce que tu vois à travers les réseaux sociaux, etc. Et c'est ce qui fait souvent que certains tombent malheureusement dans cette erreur, dans ce travers. Sinon, ici, la responsabilité, la vraie, du journaliste, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie le journaliste des autres? C'est que le journaliste, d'abord, c'est un professionnel de la chose. Et lui, c'est dans tous les corps de métier, quand vous prenez, le journaliste est, en tout cas, celui qui a le plus de devoirs que de droits dans l'exercice de ses fonctions. Il a plus de devoirs que de droits. Donc, ça veut dire que c'est une très lourde responsabilité. Et au Niger, ce qui est intéressant, c'est que les journalistes nigériens, en tout cas jusque-là, tu n'as pas entendu de plaintes par rapport au contexte actuel. Il y a beaucoup de choses qui se font. Par exemple, si je m'en tiens au message virulent que lancent certains ex-dignitaires du régime déchu, qui, depuis leur lieu de refuge ou je ne sais où, à l'extérieur, appellent à bombarder le pays ou à attaquer le pays. Mais vous voyez ça, les médias locaux, absolument, ça s'arrête uniquement au niveau des réseaux sociaux. Vous n'avez pas ce genre de messages sur les médias parce que les médias savent qu'ils ont une responsabilité. Les médias savent par exemple, bien sûr, ils savent par exemple, qu'un seul mot, souvent mal placé, peut créer en tout cas quelque chose d'irréparable. On a vu le cas de la radio Mille Collins avec le génocide rwandais, c'est parti d'un média. Donc,
C'est dire que nous avons une très grande responsabilité et nous en sommes conscients. Voilà, on a déjà terminé le temps qui nous est imparti par le service programme de la radio-télévision Labari, puisqu'on va faire le dernier tour avec vous, monsieur Moudi Moussa. Quelles sont les attentes aujourd'hui des journalistes? Vous avez parlé du cadre juridique, notamment l'accès à l'information qui constitue un véritable casse-tête. Vous avez également parlé sur ce plateau des conditions de vie. Alors, de tout ça, quelles sont vos attentes vis-à-vis du régime actuel et des régimes à venir? Oui, ça on a aussi parlé, Bra l'a rappelé ce matin, la rencontre avec le ministre de la Communication, une rencontre de prise de contact, parce qu'il a même promis de revenir un peu avec le sujet, parce qu'il a trouvé vraiment très intéressant ce qui se disait. Vous savez, les périodes de transition sont des moments décisifs où on profite pour prendre des grandes décisions, mener des grandes orientations. Si vous vous rappelez, les derniers états généraux de la presse, c'était pendant la transition du général Salou, et beaucoup d'autres, même l'ordonnance 2010-35, c'était sous la transition. Alors je pense que c'est également une occasion pour les autorités de transition, parce que j'ai vu le ministre apparemment enthousiaste qui a l'intention, à travers ce que j'ai vu, de bien faire, de mieux faire, et nous estimons que les chantiers sont déjà connus. Aujourd'hui, on a parlé de précarité. D'abord, la précarité des médias, qu'est-ce qui le fait? C'est clair, on connaît le problème, il y a beaucoup d'études qui ont été menées. On a parlé, par exemple, parmi les solutions, voir comment au niveau de la redevance ORTN, qui est l'argent du contribuable, toi, moi, tout le monde, on cotise redevance ORTN là. Et ORTN, on est d'accord que si ce n'est pas peut-être maintenant avec le coup d'État là, ce n'est pas tous les Nigériens qui regardent ORTN. Moi, chez moi, je peux te faire 2 mois, 2 semaines. En tout cas, je n'ai pas regardé ORTN très sincèrement. Parce que je sais déjà que, bon, voilà, ce qui va passer, c'est dans tous les cas des choses... On a compris, on a compris. Mais maintenant, la redevance ORTN, il faudrait qu'elle soit au moins partagée avec les médias privés qui font le même service public aussi. Mais en tout cas, selon des sources officieuses, l'ORTN même dit qu'elle ne voit pas, la couleur de cette redevance. C'est prélevé. Dans tous les cas, c'est prélevé. Moi, vous aurez l'occasion d'intervenir. Sur ma facture, je vois ça, on indique que la redevance ORTN. On paye. Tous les citoyens payent. En tout cas, dès que tu bénéficies d'un compteur, tu payes. Maintenant, au-delà de la redevance ORTN, il y a cette question de la convention collective de la presse, qui est déjà arrivé à un stade avec le ministre Zada, qui a beaucoup fait pour que ce dossier puisse avancer. Mais depuis qu'il est parti aussi, on a constaté un ralentissement ou même un abandon de ce projet. Le promoteur avait un certain nombre d'inquiétudes. Je pense qu'ils ne sont pas, en tout cas, irréalisables. Qu'on peut toutefois, voilà, écoutez, parce qu'eux-mêmes, ils ont des propositions qu'ils ont eu à formuler pour qu'ils puissent apposer leur signature sur la convention collective. Même là, certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait, mais la convention, on estime quand même que c'est une grande solution. Si on peut la faire, c'est une solution qui peut permettre de mettre fin à la précarité qui vivent cette fois-ci les professionnels des médias. Donc il y a la loi sur la publicité également qu'il faut voir et absolument rendre accessible la publicité à tous les médias, pas seulement aux seuls médias publics ou à des médias qui seront ciblés, mais non, qu'on fasse en sorte que les médias publics, ou du moins c'est les médias privés, au même titre que les médias publics, puissent bénéficier, n'est-ce pas, des publicités, que ce soit des sociétés d'État et de toutes les autres institutions, organismes, n'est-ce pas, prestataires. Et aussi, nous estimons que dans la même foulée, ce matin, par exemple, on a même demandé pourquoi pas aller vers la convocation de nouveaux états généraux de la presse. Et ça va permettre à l'ensemble des acteurs de se retrouver de nouveau, parce que ça fait 10 ans, 12 ans qu'il n'y a pas eu ces états généraux. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées et ça peut être une occasion pour reposer le débat et donner une nouvelle orientation. Et faire le bilan des anciens états généraux. Merci Moudi. Lamine Suleiman, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les attentes de la presse vis-à-vis du régime actuel et puis des régimes à venir aussi? On a parlé de la convention collective, on peut faire l'économie pour avancer. D'abord, parlons de ce régime actuel, ce qui est devant nous, parce que nul ne peut faire sur l'avenir. Le régime à venir, c'est autre chose, c'est notre paire de manches. Je pousse l'idée de Moudi quand il parle de nouvelles assises de la presse. J'en avais parlé dans d'autres circonstances
il n'y a pas longtemps à d'autres personnes pour dire que c'est l'occasion, 10 ans après quand même, une expérience de s'asseoir pour regarder qu'est-ce qui a marché depuis ces états généraux, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment aplanir les difficultés pour qu'on ait une presse professionnelle au service du développement dans notre pays. Nous étions dans ces réflexions quand il y a eu le coup d'État. Nous avions même fini un document qu'on devait présenter amendé le jour même du coup d'État, un document qui prend en compte la plupart des problèmes qu'on a évoqués ici, notamment la question de la précarité, la question de la pression fiscale, où on avait demandé carrément un régime préférentiel fiscal propre aux médias, comme dans les autres pays. Et nous savions que c'est pas facile, mais il fallait créer ces cadres-là pour commencer à faire ce travail. Maintenant, c'est le moment arrivé où il faut arracher de nouveaux acquis. Mais il me semble que cette fois-ci, ces acquis-là, ils sont attendus. C'est plus en termes de la viabilisation des entreprises de presse, pour qu'on ait des entreprises vraiment qui ne soient pas des entreprises qui vont végéter dans la misère, où le matin, le journaliste, au lieu d'aller faire son travail, il pense à aller faire du braconnage, chercher à fabriquer une information qui va nuire. C'est de mon point de vue, on ne peut même pas lutter contre la désinformation. Ce chantier-là, tant qu'on ne crée pas, on ne sort pas les médias classiques de la situation de précarité. Donc, de nouvelles assises, de nouveaux états généraux de la presse sont les bienvenus. En tout cas, au niveau de notre structure, c'est quelque chose qu'on peut accompagner très rapidement. D'accord, merci beaucoup, Lamine Suleiman. Oui, je pense que déjà, avec la rencontre de ce matin, les jalons, quand même, c'est qu'il faut quand même aussi un peu rappeler, Yaro. Vous avez vu, tout à l'heure, quand on parle du fonds d'aide, un journal où l'éclosion, vous avez l'habitude d'avoir 1,5 million, 2 millions par an. Mais l'enveloppe globale ne dépasse pas de 5 millions. Allez-y ailleurs, c'est 1 milliard. Puisque si il faut aider la presse, s'il faut faire en sorte qu'on ait des véritables entreprises de presse, mais un État peut quand même donner les 300 millions à chaque télé, comprenez, pour quand même asseoir une entreprise aussi de profession. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller vers ces détails, nous, voir qu'est-ce qu'il faut aussi obtenir en termes d'acquis, et même au niveau aussi de ces textes, par exemple, la loi 2018 là, il faut essayer de revoir vraiment, parce qu'on ne peut pas être une institution indépendante. Et aussi vraiment acheter du matériel pour les médias. Ça vraiment, je pense que ce n'est vraiment pas intéressant. D'accord, c'est bien noté. Bras Suleiman, vous êtes membre de la maison de la presse, vous êtes journaliste aussi spécialisé dans la vérification de l'information. Nous étions également avec Lamine Suleiman, qui est du réseau des radios et télévisions du Niger, la RTN. Merci d'avoir été des nôtres, monsieur Lamine. Et enfin, nous étions aussi avec notre syndicaliste, le combattant Moudi Moussa, de la radio et télévision Enfani, rédacteur en chef, mais également SG du Sinatic. Merci à tous. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Le temps, malheureusement, n'a pas suffi pour le dire, mais ce n'est que partie remise. Sans doute que nous aurons l'occasion de revenir sur ces thèmes. Merci à vous également, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous avez suivis depuis chez vous ou ailleurs. C'est la fin de ce 6e numéro de Contour, l'émission débat de la radio-télévision Labari, consacrée aujourd'hui au thème du rôle et la responsabilité de la presse dans ce contexte de crise. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.